Pour présenter ce rapport Zéro sans solution, donc on le remet dans le contexte, il est remis au ministre des Affaires sociales et la ministre déléguée au handicap en juin 2014, avec un début de mission en décembre 2013, janvier 2014. Donc c'est une mission qui a été courte, intensive, qui a duré à peu près 6 mois. Le fait générateur de ce rapport qui a fait date, c'est une situation individuelle, une situation dite critique ou complexe, qui s'est nommée l'affaire, je mets des guillemets évidemment parce que c'est d'abord une situation de vie, l'affaire Amélie Loquet. C'est le nom, la situation d'une jeune femme qui s'est retrouvée sans solution, c'est-à-dire sortie d'un établissement médico-social en France. Ces situations arrivaient beaucoup à l'époque. Ça existe encore. On en parlera sur les suites et les conséquences et ce qui reste de ce rapport Zéro sans solution, pardon, en 2025. Donc cette affaire dite Amélie Loquet, elle fait effraction dans l'espace public, puisque pour la première fois, l'État français est condamné par un tribunal, un tribunal à Pontoise, dans le Val d'Oise, en octobre 2013, condamne l'État et lui met une injonction financière à trouver une solution d'accueil médico-social pour cette jeune adulte, donc cette jeune Amélie Loquet, qui se retrouve sans solution. Et ce qui fait effraction dans les médias, c'est-à-dire que là, on quitte la sphère du champ spécialisé, du champ associatif, du militantisme, on est dans les médias nationaux, que ce soit la presse écrite les médias audiovisuels. C'est non seulement la condamnation de l'État avec des injonctions financières journalières s'il y a un défaut de réponse à cette demande d'admission, d'accueil dans un établissement médico-social, mais ce qui fait débat, ce qui choque, c'est que le gouvernement de l'époque, la ministre déléguée de l'époque, fait appel de la décision. Et moi, important, des organisations du mouvement parental et de défense des droits des personnes, mais aussi médiatique, en disant mais comment l'État peut faire appel d'une décision, remettant en cause la légitimité de la demande de la famille et de la personne elle-même. Donc c'est dans ce contexte-là où la pression associative et la pression politique et médiatique fait que la ministre déléguée de l'époque, Madame Marie-Arlette Carlotti, renonce à faire appel de cette décision de première instance et indique vouloir faire avancer la politique publique pour que ces situations ne se répètent plus et qu'il y ait une évolution d'un certain nombre de mécanismes de droit, mais aussi de réponses, qu'elles soient des réponses de droit commun, des réponses sanitaires, des réponses sociales ou des réponses médico-sociales, pour que ces situations dites sans solution trouvent des réponses adéquates en regard des droits des personnes. L'ambition, c'est de faire en sorte que le système, l'ensemble du système, arrive à résoudre ces insuffisances. Ces insuffisances quantitatives, c'est-à-dire la quantité de solutions et de réponses proposées aux personnes, je le redis, des réponses de toute nature, les insuffisances qualitatives, c'est-à-dire le fait que quand bien même il y aurait suffisamment de solutions avec un S à proposer aux personnes et aux familles, on a des enjeux qualitatifs, c'est-à-dire la façon dont la qualité des réponses, c'est-à-dire liées à des problèmes spécifiques, liées à des soins spécifiques, liées à des environnements de vie les plus valorisants, comment le système s'améliore qualitativement, quand bien même nous aurions, ce qui n'est toujours pas le cas en France, pardon, suffisamment de solutions à proposer aux personnes et à leurs proches. Et le dernier niveau d'insuffisance, c'est l'insuffisance de la coopération territoriale. Le parti pris étant de dire que quand bien même nous aurions suffisamment de réponses et de solutions et que ces réponses et solutions soient suffisamment qualitatives, il y a une insuffisance de coopération qui génère par elle-même, ces insuffisances, des ruptures de parcours. Cette mission et le rapport et ses suites ont plusieurs cibles. Évidemment, la première priorité, ce rapport s'adresse d'abord aux personnes et à leurs proches, pour toutes les raisons, tous les critères d'insuffisance qu'on a pu partager juste avant. Donc ça, c'est vraiment la première cible, et cet objectif-là, on va le retrouver dans la méthode
d'élaboration, de discussion, de dialogue et de préconisation du rapport remis par le conseiller d'État Denis Piveteau. La deuxième cible, c'est les acteurs publics, c'est-à-dire de faire en sorte, puisque ce rapport répond à une commande gouvernementale, eh bien, la deuxième cible, c'est de faire évoluer les politiques publiques, c'est-à-dire qu'il y ait de la décision administrative, c'est-à-dire les administrations centrales, les membres du gouvernement, les autorités territoriales puissent se saisir et qu'elles puissent faire les pas de côté nécessaires pour répondre aux 3 niveaux d'insuffisance que j'ai pu évoquer au début de mon propos. Et puis, une dernière cible, ce sont les acteurs de l'accompagnement. Permettez-moi de mettre sous le vocable accompagnement tous les acteurs de la chaîne. Les services de soins somatiques, la santé mentale, etc., etc. Les acteurs du droit, des droits spécifiques, les maisons départementales des personnes en situation de handicap, etc., etc., les acteurs de l'éducation nationale, de l'emploi, etc. Donc c'est vraiment ce rapport-là, son ambition, ce n'était pas seulement de répondre à la situation initiale liée à l'affaire dite Amélie Loquet, mais c'était bien d'avoir une réflexion et une action systémique. Pour rencontrer cette ambition, ce mandat politique et répondre aux 3 niveaux d'insuffisance et aux différentes cibles, c'est-à-dire à différentes priorités, d'abord populationnelles et puis après en termes d'organisation du système, et il fallait une méthode et un calendrier assez pointu. Le calendrier a été extrêmement court. Ça a été une mission systémique et globale sur un temps court. La lettre de mission, c'est décembre 2013. La remise du rapport, c'est juin 2014. Donc, c'est 6 mois de travail intensif et la méthodologie très concrète de cette mission se décline en plusieurs axes. Il y a un axe assez classique, mais qui était absolument nécessaire. Cet axe classique, c'est ce qu'on appelle dans le jargon français la comitologie, c'est-à-dire faire en sorte qu'au niveau national et au niveau territorial, nous ayons bien en dialogue, dès le début de la mission, pour bien en cerner les objectifs et partager l'ambition jusqu'à la dernière ligne du rapport rédigé et remis au ministre, c'est d'avoir l'ensemble des parties prenantes administratives, politiques, des différents secteurs concernés, pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient embarquées et qu'au fur et à mesure du rapport, c'est-à-dire que les parties prenantes n'attendent pas la fin du rapport pour comprendre la façon dont les préconisations vont être construites et que pendant l'élaboration, la discussion du rapport, eh bien, les différentes parties prenantes fassent déjà les premiers pas de côté, ne serait-ce qu'au niveau des représentations et de leurs habitudes de travail ou d'organisation ou les limites administratives, les limites de toute nature, les limites d'exercice professionnel auxquelles ces parties prenantes pouvaient être confrontées. Donc, ça veut dire que cette comitologie, il y avait un groupe interadministratif, toutes les administrations centrales que vous pouvez avoir aussi dans votre contexte et qu'on retrouve en France, même si elles peuvent avoir des configurations assez différentes. Ce groupe interadministratif a été constitué dès le début et il a cheminé avec nous, avec Denis Piveteau et son équipe, tout le long du rapport. Donc, c'est une comitologie interadministrative. Un deuxième niveau, c'est embarquer les associations représentatives des personnes et des familles. Donc, à la fois dans un comité de pilotage très élargi où la voix des personnes et la voix des familles étaient représentées de façon massive, de la même façon que les employeurs pouvaient être, les organisations qui gèrent des établissements médico-sociaux pouvaient être représentées, mais en tout cas d'avoir ces organisations représentatives, celles qui portent la voix des familles et des proches, en dialogue dès le début, c'est-à-dire ne pas attendre la fin du rapport pour faire une restitution, mais elles étaient vraiment embarquées dans cette comitologie. Mais Denis Piveteau y tenait beaucoup, et ça allait au-delà d'ailleurs de la lettre de mission, c'est d'avoir aussi 3 autres éléments de co-construction du rapport. La première chose, ce sont des déplacements sur le terrain, c'est-à-dire que ce rapport-là ne s'est pas fait en chambre. Denis Piveteau a organisé, j'ai pu participer à de nombreux déplacements en région dans toutes les configurations que vous pouvez imaginer quand on fait ce type de rapport. Il y a eu une centaine d'auditions réalisées.
une centaine d'auditions réalisées, que ce soit à Paris ou en région. Et dans ces auditions, nous avions toutes les parties prenantes, et notamment les associations de famille, les personnes et leurs représentants. D'autre part, nous avons souhaité aussi faire des monographies, c'est-à-dire de partir de situations réelles décrites par les personnes ou par leur famille, quand la plupart du temps, puisque là, le rapport se centrait sur les situations les plus complexes. Et donc notamment celles où il y a des problématiques fonctionnelles, de communication fonctionnelle qui peuvent être associées à des comportements problèmes, à des comportements défis. Et donc on est allé à la rencontre de familles pour avoir des monographies de vie très concrètes, pour venir documenter de façon quasi chirurgicale les obstacles, les ruptures, les manquements et l'impact de ces obstacles, de ces ruptures et de ces manquements sur la perte de chance pour les personnes et sur le fardeau des aidants. Et donc, on retrouve dans le rapport ces monographies-là. C'est-à-dire le souhait du conseiller d'État Denis Piveteau, ce n'était pas seulement d'aller à l'écoute des personnes et des familles et puis de faire du jargon bureaucratique et administratif dans un beau rapport, c'est de faire en sorte que ces trajectoires de vie, ces monographies soient au cœur du rapport et qu'on en tire les conséquences, laissant entendre que ces monographies, certes, ce n'est pas les 30 000 ou 40 000 ou 50 000 personnes sans solution qui étaient évoquées à l'époque par les organisations du mouvement parental, mais c'est de pouvoir dire ces 10 ou 15 monographies, elles disent quelque chose de l'insuffisance et des blocages du système. Donc voilà en gros la méthode qui a été employée dès le départ de la mission jusqu'à la remise du rapport. Donc à la suite de la remise du rapport, il y a eu des suites très concrètes et très opérationnelles. Et on pourra se dire peut-être juste après ce qu'on en tire au bout d'à peu près 10 ans, mais c'est passé quand même un certain nombre de choses importantes. Alors, d'abord, il faut dire quelques mots, non pas des préconisations, mais de la façon dont le rapport se structure, ces grands axes, parce que ça a eu des conséquences très opérationnelles à partir de 2018. 2016, dans la politique publique. En fait, dans le rapport Zéro sans solution, il y a des éléments qui sont très juridiques, parce qu'objectivement, il y avait des obstacles juridiques, et qui nécessitaient que le législateur modifie un certain nombre de choses. Donc, c'est en lien avec les droits réels des personnes en termes d'accès aux établissements, aux services médico-sociaux. Et donc ça est en lien direct avec l'affaire Amélie Loquet, notamment sur un point qui est qui a le pouvoir d'admission, de décision d'une personne dans un établissement médico-social en France, et du coup qui aussi, quels sont les mécanismes pour éviter des exclusions, nommons les choses telles qu'elles sont, d'établissements ou services médico-sociaux du fait d'une situation jugée trop complexe par le gestionnaire. Donc il y a un premier bloc très juridique qui a donc eu comme conséquence des évolutions législatives et réglementaires sur lesquelles je reviendrai assez brièvement juste après. Il y a un deuxième bloc du rapport qui porte sur la coopération territoriale. Et en gros, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire comment, sur des territoires, l'échelle d'un département, on va dire, en France, eh bien, comment le système s'organise dès la demande de services ou d'établissements médico-social, et puis sur le parcours, comment les choses s'organisent, comment les acteurs du système font en sorte de mieux se coordonner, notamment sur l'enjeu des âges charnières, parce que l'un des points qui ressortait beaucoup dans le rapport Zéro sans solution, qui est qu'au-delà de la complexité d'une situation, eh bien, il y a des risques de rupture majorés sur les âges charnières, qui sont les âges scolaires pour l'enfance et l'adolescence, et puis essentiellement la période adolescent jeune adulte, 16-25 ou 16-30, sur lesquels, quasiment mécaniquement, du fait de l'organisation du système, le risque de rupture de parcours et donc de retour à domicile sans solution est beaucoup plus important. Donc il y a un deuxième bloc
sur la coopération. Il y a un gros sujet aussi dans le rapport sur le volet qualitatif qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'insuffisance, c'est-à-dire tous les enjeux de formation, de protocole de coopération, de montée en compétence des équipes médico-sociales sur les recommandations de bonnes pratiques, sur l'évaluation, l'anticipation et la régulation des comportements des filles, etc., etc., etc. Et puis, il y a un autre axe qui est la reconnaissance, la valorisation et la prise en considération de l'expertise d'expérience, c'est-à-dire l'accompagnement par les pairs, c'est-à-dire la façon dont l'expertise d'usage des personnes vient impacter les pratiques, mais aussi les politiques publiques dans les territoires, et puis la voix des proches aidants, de la même façon, comment, que ce soit en termes de gouvernance, de choix sur un territoire, mais aussi de prise en compte du savoir-faire et des compétences et de soutien aux compétences parentales, comment on peut améliorer les choses. Donc là, en fait, j'ai résumé à grands traits les différents blocs du rapport Zéro sans solution, et ces blocs de rapport, ils se sont déclinés de façon très concrète dans une feuille de route de politique publique nationale et territoriale qui s'est appelée la feuille de route, une réponse accompagnée pour tous. Alors, en France, on dérive très rapidement sur des sigles et des acronymes. Peut-être entendrez-vous parler de la RAPT ou de la feuille de route RAPT. Donc, c'est l'acronyme de la réponse accompagnée pour tous. Alors, c'est un point important puisque la réponse accompagnée pour tous, c'est le sous-titre du rapport Zéro sans solution. Donc, on se souvient souvent de ce titre-là parce que c'est un titre marqueur sur lequel Denis Piveteau a beaucoup réfléchi, qui visait à fixer une ambition qui est est difficilement atteignable probablement dans la réalité de vie des personnes et des familles, mais qui voulait vraiment mettre très haut l'ambition institutionnelle et politique. Et donc, cette feuille de route réponse accompagnée pour tous, elle réfère au sous-titre du rapport qui est le devoir collectif de garantir une réponse accompagnée pour tous. Chacun de ces mots est important. Le devoir collectif, c'est-à-dire ce n'est pas la seule responsabilité des établissements médico-sociaux, ce n'est pas la seule responsabilité des maisons des personnes en situation de handicap, ce n'est pas la seule responsabilité des établissements sanitaires, et on pourrait dérouler comme ça, mais c'est bien une responsabilité collective, une responsabilité populationnelle qui, à l'époque, n'était absolument pas organisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bonnes coopérations sur les territoires, mais ce n'était pas organisé en termes de politique publique partagée. Donc, la première déclinaison opérationnelle du rapport Zéro Solution a donné la feuille de route nationale et territoriale, une réponse accompagnée pour tous. On retrouve les 4 axes que j'ai pu évoquer, un bloc juridique et administratif, un bloc lié à la coopération, un bloc lié au changement des pratiques, et le dernier bloc lié à l'expertise d'expérience des personnes et des proches. Au-delà de cette feuille de route qui a produit des effets, j'y reviendrai juste après, il y a eu des financements, soit directement liés au rapport Zéro Solution et donc à la feuille de route, une réponse accompagnée pour tous, soit des financements publics qui, sans être totalement dédiés à cette feuille de route, référaient, pointaient des objectifs et donc des obligations, des conditionnalités de financement en lien avec la mise en œuvre de la feuille de route qui déclinait le rapport Zéro sans solution. Si on tire le bilan du rapport de 2014 et de sa mise en œuvre, il y a un certain nombre d'acquis dont on peut se prévaloir dans le contexte français. La première chose, c'est qu'il y a eu des modifications législatives et réglementaires qui ont changé la donne. Alors, ça n'a pas produit que des effets positifs, mais quand même. J'évoquais tout le bloc juridique. À la faveur du rapport Zéro sans solution, la loi a été modifiée pour introduire des dérogations, un droit à dérogation pour les personnes et les familles, dérogations administratives et dérogations financières, pour faire en sorte que des situations qui n'entrent pas dans les bonnes cases administratives puissent y entrer avec des dérogations qui peuvent être demandées de droit par les personnes. Ces dérogations sont avoir des financements complémentaires au sein d'établissements ou services médico-sociaux parce qu'il y a des nécessités techniques
ou des ratios d'accompagnement éducatif supplémentaires qui sont nécessaires, des dérogations administratives par rapport aux droits ouverts par les maisons départementales des personnes handicapées, etc., etc. Donc il y a des mécanismes juridiques qui s'imposent maintenant aux institutions qui doivent permettre aux personnes et à leurs représentants légaux de faire valoir ce droit à dérogation. Donc ça demeure, c'est inscrit dans la loi et dans la réglementation, et donc c'est devenu une pratique administrative courante depuis le rapport. Il y a un deuxième effet positif qu'on retrouve d'ailleurs dans les 50 000 solutions, le plan 50 000 solutions annoncé par le président de la République lors de l'avant-dernière conférence nationale du handicap, c'est rendre l'offre médico-sociale plus souple, plus modulaire, moins monolithique. Alors, on parle de plateforme de services, on parle de dispositifs intégrés, enfin c'est du jargon un peu techno, mais tout ça pour dire qu'il s'agissait aussi d'avoir une offre sur mesure, moins tout ou rien. Et ça, c'est dans l'ADN du rapport, et ça a eu des conséquences à la fois d'organisation, de régulation de l'offre médico-sociale dans les territoires, et de négociation avec les organismes gestionnaires pour qu'ils mettent en place et qu'on leur permette de mettre en place ces souplesses et d'arriver à une logique de service, de quitter la logique de place du tout ou rien pour aller à une logique de solution modulaire adaptée aux situations. Donc d'arriver à ce sur-mesure. Ça, c'est quelque chose qui perdure et qui est vraiment un acquis du rapport zéro sans solution. Le troisième aspect positif, c'est la coopération territoriale. Alors, elle peut prendre un tournant parfois un peu bureaucratique, mais cette coopération-là, elle est inscrite à la fois entre organismes gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux, mais aussi entre les autorités, notamment pour répondre aux situations critiques, c'est-à-dire de faire en sorte, dans des instances de concertation territoriale, que les autorités administratives soient aussi positionnées en responsabilité pour lever les difficultés rencontrées par les personnes et les familles, et rencontrées par les établissements pour accompagner de façon qualitative et digne les personnes qui en expriment le besoin. Donc ça fait partie des acquis.